Et Pio Marmaille, c'est l'amoureux de... Merci beaucoup. Alors, il faut que je vous dise une chose, on n'a pas trop de temps, donc ils veulent vous entendre, ils m'ont assez entendu dans les autres salles, c'est à vous de poser des questions maintenant. Alors, on y va. Alors, non, juste déjà, merci. Merci. Ça fait chaud au cœur, hein, vraiment, une salle pleine comme ça et... Ces applaudissements, c'est parce que nous, évidemment, on est un peu fébrile, on vient de commencer la tournée, donc c'est un peu les premiers retours de spectateurs qu'on a, donc merci pour cet accueil. Une première question dans la salle. Levez-vous, levez-vous. Bonjour, bravo pour ce film. La question que j'avais à poser, c'était vis-à-vis de certaines scènes d'action dont j'ai remarqué qui étaient en plan séquence, en unique, et je voulais savoir comment est-ce que vous aviez décidé du coup que ça serait en plan séquence, et aussi comment est-ce que vous l'aviez réalisé la scène. Alors, je vais parler pour Martin Bourboulon, le réalisateur, qui n'est pas là, mais à qui on va transmettre cet accueil, parce que c'est assez génial, comme l'a dit François, effectivement, c'est 3 ans de travailler avec lui sur... voilà, c'est très émouvant, merci beaucoup. On avait une volonté d'être le plus immersif possible. L'idée, c'était qu'on y croit, j'espère que ça a marché pour vous, qu'on soit au cœur de l'action. Et donc, voilà, c'était un postulat de tourner en décor réel et de vraiment s'immerger dans l'histoire. Et quant à la réalisation et l'exécution, je vais laisser François répondre, mais c'est beaucoup d'entraînement. Et pour certaines scènes, c'est 1 semaine de tournage pour une scène d'action, voire 2 en tournage juste effectif. Non, en effet, c'est ça. Du coup, le fait que la caméra soit au cœur de l'action tout le temps et qu'on soit à 360 degrés, qu'on passe d'un acteur à l'autre et que ça ne coupe jamais, même s'il y a des fausses coupes que vous ne voyez pas, mais on ne peut pas passer d'un cadreur à l'épaule à un drone. Enfin, forcément, il y a des moments où on triche, mais l'idée, c'est que voilà, ça ne coupe jamais. Forcément, quand c'est ça le processus, c'est l'acteur qui est au centre du truc et on ne peut pas le doubler avec un... Comme d'habitude dans les films, on passe d'un plan à un autre et dès que l'acteur est de dos, on peut se dire que c'est une doublure. Là, en fait, c'était nous tout le temps. Donc il a fallu en fait s'entraîner physiquement pour pouvoir assumer tout ça, parce que là, le plan dure je crois 3 minutes en plan séquence, mais comme le disait Dimitri, pour nous c'est des mois et des mois d'apprentissage, de travail, et sur le coup des répétitions et répétitions pour avoir le moment parfait, parfaitement rythmé, où on croit à tous les coups. Donc c'était... Je vais le voir celui-là. Allez, ce sera ça maintenant. Donc beaucoup de répétitions avec une équipe cascade incroyable et Dominique Foissier, le régleur cascade qui a créé les chorégraphies. Et puis c'est une sorte de ballet quoi, où il faut que tous les acteurs soient au cordeau, avec les cascadeurs, avec notre chef opérateur qui filme en même temps, avec le preneur de son, tout ça, pour que ça marche en plan séquence. En effet, c'est beaucoup plus de travail que pour une scène qui est découpée normalement. Donc j'espère que, en tout cas, c'était galvanisant pour nous. On en a chié, voilà. Mais par contre, quand on allait au combo voir le résultat, parce que Olivier Coé, qui a fait les effets spéciaux, était avec nous justement pour raccorder les plans et pour voir si ça fonctionnait. C'est vrai qu'on avait le sentiment de faire un truc, je crois qu'on voit rarement en fait dans le cinéma français, et c'était un peu le défi de départ de dépoussiérer un peu cette histoire des mousquetaires et de l'amener en 2023 et de se poser la question de qu'est-ce que c'est aujourd'hui pour des spectateurs français exigeants, cinéphiles, qu'est-ce que ça veut dire de leur donner des scènes d'action à voir qui soient spectaculaires. Il y a une autre question dans la salle. Bonjour, merci d'être ici déjà. Je voulais juste vous demander pour chacun d'entre vous quel a été le plus gros challenge dans la création de ce film. Moi, ça a été les... Bonjour, déjà merci à toutes et tous d'être ici, c'est quand même quelque chose, et je répète que c'est vrai que c'est quand même un peu touchant. Plus que touchant. Pour moi, le plus gros challenge, ça a été je dirais la demi-tonne de chorizo que j'ai dû bouffer pour me rapprocher le maximum possible, physiquement déjà, de ce que peut être
une personne comme Porthos. Après, comme c'est une saucisse qui est relativement épicée, voilà, ça, ouais, c'est transit, voilà, donc ça bosse un peu dans toutes les parties du corps. Mais ça m'a permis quand même de trouver cette épaisseur physique que nécessite un personnage comme Porthos, enfin l'idée que j'en avais. Et on m'a pas forcément demandé de le faire, c'est moi qui l'ai imposé. J'ai dit maintenant vous allez arrêter de me faire chier, j'ai envie de bouffer 900 kg de chorizo, donc je vais le faire, et vous n'avez pas le choix. Donc je suis parti dans cette dynamique-là. Bon, a priori, c'est pas l'horreur. Hein. Après, il faut les perdre. Voilà. Le problème, c'est que voilà, y a la deuxième partie qui est plus délicate. Donc là, pour le coup, c'est de l'air. Enfin, il faut se nourrir d'air. Moi, ça fait à peu près un mois et demi que je me nourris uniquement d'air, et puis de rien, comme ça, de regard. Je regarde un petit peu en l'air en attendant que la fin passe, et puis finalement, ça passe pas. Bref, donc ça, c'était ma manière, si vous voulez, de m'approcher le plus proche possible de chorizo. Le lapsus. Excusez-moi. Alors, j'imagine que ça répond plus ou moins à votre question. Maintenant, je vais me passer. Et comment s'est rapproché de nos personnages? Bah écoutez, voilà, hein, je peux. Sur ce cas, c'est ma réponse. Il y a un comment? Alors, vous, moins de chorizo, non? Moins de chorizo, déjà, bonsoir, je me répète, je répète ce que mes copains disent, mais vraiment, merci. Merci, c'est très émouvant. Mais non, mis à part ça, comment on est... moi, ça a été très différent finalement des garçons parce qu'eux, ils ont eu un vrai... vraiment une prépa physique, des chevaux, l'escrime, etc. Nous, les filles, il y avait plus un truc vraiment lié au costume, et je me répète encore, mais vraiment de porter des corsets avec des immenses jupons très lourds, des chaussures qui ne sont pas du tout adaptées à nos pieds aujourd'hui parce que le talon n'est pas au bon endroit. Bon bref, tout change, l'allure change, et du coup même la respiration. Vraiment, je crois que le costume, ouais, c'était un vrai pas vers Constance. Donc voilà ce que je peux dire. C'est vrai. Le costume, en effet, ça aide beaucoup, mais on ne peut pas dissocier, je crois, des décors. On a eu la chance de travailler à 95% dans des décors réels, et ça change tout pour un acteur. Et je repense notamment à la cathédrale de Meaux, dans laquelle on était, où on a eu toute une scène que vous avez vue dans le film, l'attentat, où c'est vrai que quand tu es en costume dans cette cathédrale et tout, vraiment tu t'y crois, quoi. Mais je dois dire que le petit chemin entre les loges et la cathédrale, où tu es à Meaux, et t'es en bottes de cuir, pantalon de cuir, cheveux gras, et que tu passes devant le Carrefour City, là t'as un peu c'est Francis Lalanne qui s'est pas douché depuis le mois. Là ça fait bizarre. Heureusement que t'as une épée comme ça, si les gens se moquent un peu trop, tu peux les piquer. Mais voilà, là c'est particulier. Par contre dans les décors, en costume, en effet, on s'y croit, l'allure change, la démarche change, donc on a eu la chance d'avoir des artistes et des techniciens incroyables sur le film qui nous ont aidés à nous y croire, pour qu'ensuite, j'espère, vous y croyez. Une autre question. Merci. Déjà, merci beaucoup pour ce spectacle parce qu'on sent que vous avez pris énormément de plaisir à le faire et ça se ressent dans la salle au niveau des spectateurs. Je me suis un petit peu fait voler ma question parce que j'allais vous demander quelle différence il peut y avoir pour préparer un rôle comme cela par rapport à quand on prépare par exemple un film d'auteur. Donc vous avez un petit peu déjà répondu. Donc, la question autre que j'avais, c'est comment vous avez trouvé cet équilibre en fait entre une langue qui est très châtiée parce qu'on est quand même au XVIIe siècle et une modernité qu'on ressent tout de suite avec même de l'humour qui n'est pas forcément habituel dans ce genre de film. Alors, je vais répondre pour le compte des auteurs de La Porte de la Patelière qui ont abordé l'adaptation de l'œuvre de Dumas avec beaucoup de respect, qui ont passé plusieurs mois à juste le lire et essayer de le désosser pour mieux s'en réemparer. Et Dumas lui-même avait adapté une langue. C'est-à-dire quand Dumas écrit au 19e, il n'est évidemment pas contemporain de l'histoire, et donc il trouve une langue qui est déjà réinventée, modernisée. Donc ils ont eu le souci d'aller capturer ce que Dumas avait fait et de proposer une langue qui soit pas exactement le phrasé, le parler d'aujourd'hui, et en même temps ne soit pas trop empoulé. Donc c'était toute une alchimie que de chercher à ce qu'on y croit. Et l'obsession de Martin Bourboulon, le réalisateur, c'est de chasser la vérité, d'essayer de trouver la vérité dans le sujet. Donc souvent c'est en trichant, on parlait des plans séquences qu'on a organisés mais pour obtenir cette immersion-là. Mais dans la langue, ça a été aussi beaucoup au tournage, de temps en temps certains élagages de dialogue, si eux, les acteurs, n'avaient pas le sentiment de le trouver exactement juste. C'est un truc très collaboratif, très collectif de fabriquer ce genre de film. Ces fresques,
je veux à nouveau les saluer, mais c'est vraiment tous les techniciens qui, pour la plupart, ont travaillé avec nous, avec Martin, sur maintenant presque 4-5 films, pour arriver à un niveau de compétence agrégé où on peut se challenger les uns les autres. Et comme on a préparé ces films pendant plus d'1 an, on a vraiment eu le temps de décanter. Il y a eu 4 versions de chaque scénario, on attend les 2 films en même temps, mais chaque scénario a été aussi éprouvé à l'aune du réel, c'est-à-dire qu'on trouvait des décors. Alors c'est dans le deuxième film, je ne vais pas vous spoiler, mais il y a des moments par exemple où il y avait marqué une tente, et tout d'un coup on arrive dans un décor complètement incroyable, et la transformation, l'inscription dans le réel, elle est de la langue, mais elle est vraiment ce souci de se dire, pour le spectateur, il faut qu'on y croit. Après, il n'y a pas, y a pas de distinguo entre la fabrication d'un personnage dans un film d'auteur et un film de grand spectacle. Je pense que c'est la même dynamique pour un acteur. La seule chose qui compte, c'est l'écriture, c'est la langue, effectivement, juste pour en finir là-dessus. Enfin, il y a un tel soin qui a été apporté au costume et au décor ce qui fait que la plupart du temps, on n'a même besoin de parler, que l'ensemble de ce qui est déjà à l'image parle pour nous quelque part. C'est juste du luxe, en plus la langue qui existe, et après on plonge dedans et on fabrique ce qu'on peut fabriquer, chorizo ou pas chorizo, c'est plaisanterie. Mais tu vois, il y a quelque chose qui appartient à ça. Enfin, quand tous les corps de métier apportent un tel soin à leur domaine de compétences, forcément quand on est acteur, c'est assez jouissif. Fin de la réponse. Il y a une autre question. Bon, je suis obligé de me lever. Oui, on vous voir comme ça. Voilà, c'est bien. Moi, je voulais déjà commencer par vous témoigner ma joie. Je suis trop content qu'un film comme ça existe en France. Merci. Je vais parler pour moi, mais aussi pour, je pense, beaucoup de gens dans la salle. En tant que futur comédien, c'est un film qui donne trop. Je pense souvent, il y en a. Là, j'ai 2 qui sont au cours Florent avec moi. Il y en a d'autres dans la salle. Voilà. C'est un film qui donne trop envie, et c'est cool de voir ça aux États-Unis. On est beaucoup inspiré par ça, mais là on a une vraie inspiration, et je sais pas, c'est comparable au film Marvel. Il y a une scène à la fin, on dit à suivre, etc. Bref, merci beaucoup. Et j'avais une petite question sur Versailles. Est-ce que vous avez vraiment tourné à Versailles? C'est pas Versailles, parce que Versailles. C'est pas Versailles, aïe. Non, Versailles, on est sous Louis XIII, donc on est au Louvre, et on a reconstitué. Mais merci pour tout ce que tu as dit avant. C'est le plus important. Non, on a cherché chaque fois à recréer la vérité en trouvant des lieux qui ont de la patine. Donc je sais pas si vous avez remarqué, ils sont pas propres. Ils sont propres dans la vie, je vous rassure. Et donc on a fait des composites de lieux. Donc on a recréé le Louvre entre Fontainebleau et le Louvre. On a tourné dans la cour carrée du Louvre. Voilà. Mais tous les lieux sont des lieux sur 150 jours de tournage. On a fait 145 jours en décor réel. Est-ce que je peux me permettre une dernière question? Mais vas-y, tu as le micro, profite. Je voulais demander juste pour les acteurs, qu'est-ce que ça a changé pour vous de jouer dans ce film? Parce que je suppose qu'il y a un avant et un après. Voilà. Merci. C'est la première fois déjà que... Enfin, c'est une chance en fait quand on est acteur et qu'on se voit proposer un projet comme ça, parce que il n'y en a pas tous les 4 matins dans le cinéma français. Donc je remercie, j'en profite, Dimitri Rassad, notre producteur, épaté de s'engager dans des histoires comme ça. Qu'est-ce que ça change? Déjà, ça demande de l'endurance en fait. C'est la première fois que moi je vis aussi longtemps avec un personnage, donc ça apprend le travail sur le long terme, parce qu'un an et demi avec un même personnage et tous les jours se prendre des coups d'épée, monter sur des chevaux et tout, enfin, voilà. C'était dur, mais on a tenu et on l'a fait bien, je crois. C'est tout, fin de la réponse. Alors il y a une autre question là-bas, au fond de la salle, tout au fond, tout en haut. Bonjour, félicitations pour ce film, c'était vraiment très beau. Bon, l'œuvre d'Alexandre Dumas, c'est votre matière première principale, on le voit, mais est-ce que vous vous êtes servi de travaux d'historien, par exemple, pour donner de la matière à ce film? Et si oui, dans quel domaine? Et si oui, quoi? Dans quel domaine? Alors, oui, je ne pourrais pas répondre aussi bien que les scénaristes, Marie, mais ils se sont non seulement emparés de l'œuvre de Dumas, mais ils ont effectivement lu beaucoup aussi des correspondances
de l'époque, notamment entre Louis XIII et sa mère, enfin d'autres choses. Ils sont vraiment plongés dans le siècle, ce qui est très intéressant dans le XVIIe, qui est un siècle qui est quelque part un peu méconnu. On a beaucoup traité Louis XIV, le roi Soleil, etc. Mais c'est un moment de transformation de la France qui est, c'est un peu le moment de notre Far West à nous, c'est-à-dire que la France n'est pas centralisée comme on la connaît aujourd'hui. Il y a beaucoup de luttes de pouvoir et c'est un moment de transformation. Ils s'appellent les mousquetaires parce qu'ils ont les mousquets. C'est des moments de transformation de comment même la guerre se mène. Donc on a essayé pour qu'on y croie, de recontextualiser le film dans sa réalité historique. C'est pour ça qu'au début, on met la petite introduction. On voulait, oui, que tous ces enjeux soient les plus larges possibles. Et puis c'est vraiment une période fantastique. J'espère qu'on va, si le film vous a plu, j'espère que voilà, vous serez nombreux à voir le second aussi. Et on a envie d'adapter les 3 romans de Dumas parce que c'est un siècle absolument génial. Il y a une question ici. Déjà, merci beaucoup. Le film est vraiment génial, vraiment. C'est un bonheur de voir ça en France. Cette fois, je ne vous parle pas en tant que comédien, mais en tant que potentiellement futur réalisateur, j'espère. On est de la partie, là. Non, vraiment, merci. Et j'avais une question, enfin 2 petites questions. Juste, il me semble avoir vu les codes de la Légion en décor. Tout à fait. Génial d'adapter un bâtiment comme ça, qui est magnifique. Et pour ceux qui ne savent pas, c'est un des blocs de l'hôtel des Mousquetaires. Donc on l'a effectivement recréé avec 3 décors. Il y a le musée de l'automobile à Compiègne, qui est la rue dans laquelle D'Artagnan rentre. Ensuite, il y a une cour des Invalides. Derrière la cour d'honneur, il y a une cour qui n'est pas en très bon état. C'est pour ça qu'on a cherché des lieux qui avaient cette patine-là. Et après, effectivement, c'est la Légion d'honneur. Superbe lieu. Et je voulais savoir, du coup, sous quelles conditions vous pourriez faire le 3e film? Je sais que le 2e, si je ne me trompe pas, c'est en décembre. Il est prévu en tout cas pour décembre. Et quelles seraient les raisons de pourquoi vous ferez le 3e film? Alors, j'ai cru qu'il allait postuler pour son 3e film. Ah là, il est détaillé. Non, mais on est à 6 semaines de la sortie, donc je ne vais pas vous cacher qu'on est un peu fébrile parce qu'on aimerait déjà que le premier film rencontre le public. On a vraiment fait tout ça. On n'a même pas sorti le premier, je veux dire. Il faut juste remettre les choses en place. 5 minutes, mon petit pote. On se calme. Il y a peut-être, voilà, il faut voir. Voilà, après, je vais laisser le producteur. Quid du 6? Dumas a écrit 3 romans qui sont formidables. Pour ceux qui les ont pas lus, je vous les conseille. 20 ans après, et les Contes de Bragelonne. On s'est plongé dans cette aventure. Je veux le saluer. Il y a Ardavant Safaé qui est le président de Pathé, en se disant qu'on voulait absolument respecter l'œuvre de Dumas en faisant 2 films pour le premier roman, qui, pour ceux qui le connaissent, est en 2 volets. Donc on se disait que c'était impossible de le contracter. Prise de risque plus ou moins lucide, je sais pas, de faire 2 films d'un coup parce qu'on est condamné, enfin il vaut mieux que ça se passe mieux avec le premier, j'espère. Ça peut être compliqué pour la suite. Voilà, donc humblement on va voir ce qui se passe, on en a très envie. Voilà, Dumas, il a écrit Les 3 Mousquetaires, Le Comte de Monte Cristo, La Reine Margot et 5000 lettres, alors avec son co-auteur Maquet, mais quand même, en l'espace de 18 mois, c'est vraiment un monument de la culture française. Je ne sais pas pour vous, les films qui ont nourri votre imaginaire de cinéma, mais moi j'ai grandi avec les films de Claude Berry, ces fresques-là qui m'ont marqué en tant que spectateur. Donc si on a la chance de pouvoir en faire et de continuer à en faire, bah, ce serait génial. Oui, je crois qu'on peut applaudir très fort cette démarche. Il y a une question là dans le fond de la salle. Alors, c'est plus qu'une question. Je voulais vous dire, d'abord, c'est extraordinaire ce film, j'ai adoré. Je voulais vous dire, dans la salle, il y a un figurant qui était à Compiègne, qui a tourné avec vous pendant 5 jours. Démasque-toi. Démasque-toi, Jules, merci. Donc lui vous a vu et revu, mais pas vous. En fait, il n'y a que bien des sûr, réalisateurs, des acteurs. On a la scène de Compiègne. C'est un faux public. Je regardais. C'est pour nous faire plaisir. Et en fait, je l'ai vu de dos. Je crois que je l'ai aperçu de dos. Voilà, c'était juste un petit clin d'œil. Il a été tellement ravi de tourner avec vous. Voilà. Vous êtes son agent, sa maman? Je ne suis pas son agent, je suis une amie qu'il aime beaucoup. Voilà. Il est comédien. On habite en région bordelaise tous les deux. Expliquez un petit peu votre relation, parce que c'est pas très clair.
Alors, je ne suis pas son amante. C'est pas ce que je posais. Ah bon, d'accord. C'est plus savoir vers où vous avez envie de vous diriger l'un et l'autre. Non, c'est un truc commun. Est-ce que vous êtes comme deux doigts de la main ou est-ce qu'il y a un non, peu voilà, de non, moi je suis chanteuse et voilà, ok. Il y a tout le je solisme fais de la musique sud-américaine et Jules joue du cajon, pour ceux qui connaissent. Voilà, super musicien. Merci Jules, merci à vous encore. C'est formidable. Vivons la suite. En attendant une prochaine question, je pense qu'on peut... D'Artagnan, on va arriver avec le micro. Il y a notre spectateur favori après. Tout le monde l'attend dans la salle, hein. Tout le monde l'attend. Tout le monde l'attend, ce sera toi la prochaine. Une mascotte? Il y a une question là. Merci beaucoup pour ces films, c'était super, vraiment super bien. Moi, ma question, c'était pour chacun d'entre vous, c'est quoi le moment que vous avez préféré tourner dans le film? Oh là là. C'est compliqué de choisir un moment parce que vraiment chaque scène a été magique. Chaque décor, à chaque fois qu'on arrivait sur un nouveau décor, c'était franchement fantastique. On s'y croyait vraiment. Moi, je parle beaucoup d'une scène qui m'a marquée, et pourtant c'était pas la plus spectaculaire, c'était pas là où il y avait le plus de figurants, c'était pas la plus grandiose, mais c'est la scène où D'Artagnan et Constance sont dans la cour où elle est en train d'étendre du linge. Et je sais pas, les sensations de ce soir-là de tournage étaient... je les ai encore, il y avait des odeurs de lessive, il y avait des... Enfin, je sais pas, il y avait des bruits, les chevaux, il y a un truc où je suis vraiment là, ce jour-là, je me suis dit, mais on y est vraiment, ou qu'est-ce qui est en train de se passer? C'est vrai qu'il y avait c'est ce que Dimitri dit, il y avait des failles spatio-temporelles à des moments où on se dit, vraiment, j'y croyais. Mais c'est dur de choisir. Je peux penser aussi à la scène dans la cour du Louvre. Comment? C'est que des coquins en fait. La scène du baiser. Lina, la scène du baiser. La scène du baiser. Ouais. C'est ça que vous voulez savoir comment... Je sais pas quoi vous dire. Allez, une question. L'heure tourne. Ah. On n'a pas répondu, oui. Non, on n'a pas répondu. Mais moi, c'est la scène du baiser. C'était agréable, certes, mais je dirais, en effet, non mais ça va te rejoindre, il y avait beaucoup d'actions et de scènes d'action, et c'est vrai que c'était génial de se rendre compte qu'on faisait quelque chose de rare dans ces moments-là, quand on avait l'impression de réussir, c'était super. Mais de temps en temps, les petites capsules de jeu que j'avais avec Lina, qui est pour moi une grande comédienne en France, et je trouve qu'il y a une subtilité, une nuance dans le jeu, de me retrouver en face d'elle et juste de se dire des mots et de s'asseoir pour une fois et de se parler d'un à l'autre, c'était très rafraîchissant et ça j'adorais. Marmite. Porthos. Oui, Porthos, il n'y avait plus de distinguer, c'est vraiment... Le gros, ça va finir en chorizo, non, moi je pense que je suis un peu comme François, non, en fait c'est pas du tout comme ça. Non, c'était pas, pardon, c'était plus ces scènes d'action en fait, parce que ça demandait tellement de travail, tellement de répétitions, tellement de répétitions, donc je pense que c'était ça, les séquences qui m'ont rendu le plus fier, en tout cas quand je voyais le truc un peu en direct et je lisais tous ces corps de métier qui sont là, un peu comme dans cette salle finalement ce soir, mais là sur un plateau si tu veux, et qui font en sorte que ça fonctionne, je me disais c'est une chance quoi, et c'est vraiment assez agréable quoi. Allez-y parce que je pense que vous avez implosé là. Bertrand, faut te lever Bertrand, lève-toi. Allez Bertrand, c'est parti, allez. Ouais, c'est parti Bertrand. Allez Bertrand, voulez-vous Bertrand? Bonsoir, j'aimerais revenir sur je voulais que vous me racontiez comment vous êtes préparé, mais comment vous avez préparé vos personnages, tout ce qui est préparation physique, esprit, tout ça, comment vous avez construit vos personnages de mousquetaires pour être à la hauteur. Merci. Merci pour cette question. C'est toujours juste, on apprécie. On a parlé pas mal de la prépa physique. C'est vrai que pendant des mois, c'était des cours d'escrime, notamment avec Yannick Borel, qui est un champion olympique français d'escrime. C'est un Golgoth de 2 mètres. Il n'est pas prof d'escrime, donc en fait, il faisait que nous mettre des coups de pique. Tellement fort que nous, on essayait des trucs, on latait la gueule tout le temps. Ça pour l'anecdote, c'était une décision du metteur en scène, Martin Bourboulon, pour leur faire comprendre que c'était pour de vrai. Ouais, c'était pour de vrai, ouais.
Donc il y avait ça, beaucoup de cheval aussi avec Mario Luracci qui s'occupe de tout ce qui est équestre dans le cinéma, de voltige aussi avec son fils Mario, donc voilà, beaucoup de travail là-dessus. Après c'est vrai qu'on s'attaque à des personnages iconiques qui appartiennent à l'inconscient collectif de tout le monde. Pour ma part, D'Artagnan, Douglas Fairbanks l'a joué, Belmondo, Philippe Noiret dans La fille de D'Artagnan, enfin, il y a tellement d'acteurs illustres qui sont passés par là que ça fout la pression, quoi. Donc en fait, il y avait aussi se poser la question de c'est quoi être un jeune homme au 17e, qui monte à Paris, qui veut appartenir à une bande, tout ça. Donc j'ai essayé de me débarrasser un peu de toutes ces références-là pour le prendre de l'intérieur, quoi. Voilà. Une dernière question là-bas. Désolé, mais c'est la dernière là-bas. Bon bah écoutez, merci pour ce film absolument extraordinaire. Moi j'avais une question pour vous trois. Qu'est-ce qui vous motive, vous, en tant qu'acteur, pour signer sur un projet énorme comme celui-là, pour 2 films longs et qui vous demandent énormément de travail? J'avais qu'une amie qui vous adore, François, donc j'étais aussi obligé de poser cette question. Donc voilà, merci à vous pour ce film. Quelle est votre relation exactement? On est amis. Non, bah, je pense que la réponse elle est dans votre question, c'est-à-dire le fait d'appartenir comme ça à un G pareil de cinéma dans un parcours aussi, enfin en tout cas un parcours collectif aussi rare, et de pouvoir participer comme ça à une entreprise aussi, qui t'amène un souffle et une dynamique dingue, c'est ça qui fait qu'on signe sur un film comme ça. C'est un truc de collectif, de bande, de groupe, d'amusement, de plaisir, d'exigence titanesque, et pouvoir dire j'ai participé à ce truc-là, c'est ce qui fait qu'on est, enfin c'est ce qui fait que, je sais pas, que c'est pour ça que je fais mon métier, moi. J'ai l'impression que c'est pour ça. Et pour répondre à votre question, que j'ai malheureusement oublié. Non, la préparation physique, oui, donc j'ai parlé de la voiture. Effectivement, il y avait effectivement, on s'attaque à des personnages assez singuliers. Donc, moi, j'ai surtout essayé d'être le plus à l'écoute et au service des autres. Parce que Porto, c'est un peu ça, c'est ce qu'il est, ce mec. Il appartient à un truc d'épicure, enfin, il est assez épicurien, mais en même temps, il est toujours au service de ses potes. Il est vachement avec. Et c'est ce sur quoi j'ai essayé de travailler. Voilà. Dimitri, est-ce que vous pouvez nous faire le mot de la fin de cette journée extraordinaire pour l'UGC ici et pour vous? Il y a juste un mot, merci. Merci beaucoup. Je pense qu'on peut se lever très fort et les applaudir avant que ça vaille. Merci, on applaudit très fort. Merci beaucoup. Merci. Il a eu une bouteille de vin.